Salut, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce deuxième épisode du Carnet du Geek. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des logiciels de screencasting. Ça va intéresser, du coup, je pense forcément ceux qui font des tutos, qui veulent en faire, ou d'autres personnes qui veulent se mettre à la formation. Évidemment, le screencasting, ça peut se faire en direct, c'est-à-dire avec un support de diffusion en live. Là, ce qu'on va voir, et ceux qui me connaissent évidemment vont comprendre, c'est plutôt en différé, c'est-à-dire qu'on s'enregistre en train de faire des choses à l'écran et en train de parler, d'où le micro, et ça va être diffusé dans une vidéo pour une visualisation, on va dire, ultérieure. Mais on verra que il est tout à fait possible de faire aussi du live avec un logiciel qui s'appelle Open Broadcaster, histoire de voir un petit peu les deux pendant. Évidemment, ça se base essentiellement, comme pour le Hackintosh, en fait, le premier épisode, sur mon expérience personnelle, et en l'occurrence personnelle et professionnelle, puisque je produis des tutos maintenant depuis 2006, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Imob. À l'époque, ça se faisait pas trop. C'est un truc qui vient des États-Unis essentiellement. À l'époque, en France, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'est des choses que l'on a un petit peu testées, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Quand on s'est lancé avec Tuto, à l'époque, c'était Imob. Donc, quand Nicolas m'a appelé pour faire les premières formations, évidemment, la première chose, ça a été de dire comment on le fait. Alors il y a la question du ton, c'est-à-dire comment on aborde le fait qu'on va essayer d'apprendre aux gens à se servir de Photoshop, puisque c'était ça la première formation que j'ai faite pour eux. Et surtout ensuite techniquement comment ça marche, comment on fait, on s'enregistre, comment, quel micro, les logiciels, comment ça se passe, quelle résolution, enfin vous voyez toutes les petites questions techniques qui sont pas forcément rigolotes à résoudre. Mais bon voilà, il a fallu dépoter pas mal de choses. Évidemment, comme c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec YouTube et les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il était de plus en plus facile de diffuser une vidéo, un tuto, et que les gens les regardent. À l'époque, les tutos, au début des années 2000, on va dire, c'était vraiment des choses en HTML avec étape 1, 2, 3. J'ai moi-même écrit beaucoup de tutos sur format papier. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai écrit pour Studio Multimédia, qui malheureusement n'existe plus, la presse papier étant quand même pas mal en difficulté. Et c'était un concurrent de Computer Art en fait, pour ceux qui connaissent pas. Alors si vous connaissez pas Computer Art, c'est vrai que Computer Art a aussi été pas mal transformé. Mais bon voilà, c'était un magazine où on parlait de l'actualité de l'infographie, des derniers logiciels, on testait les logiciels, et il y avait des pages dans lesquelles on montrait comment faire quelque chose, sur un ou plusieurs logiciels. C'était un peu l'ancêtre de tuto.com si vous préférez. Donc voilà, étape 1, étape 2, et à la fin on arrivait, si possible, au résultat fini. Donc j'ai eu la chance d'écrire dans ce magazine, qui était un petit peu le petit poussé parce que c'était un groupe de presse indépendant face aux géants Computer Art qui était après racheté par Future, qui est donc un groupe d'édition européen. Après Future a revendu, je crois, une partie à Yellow, donc bon, il y a eu tout un micmac pas possible. Studio Multimédia n'a pas survécu à tout ça, au déclin de la presse écrite. Et comme on faisait pas partie, je dis on, mais bon, en même temps j'étais juste pigiste, hein. Comme le magazine ne faisait pas partie d'un grand groupe, disons que malheureusement il n'y a pas eu les ressources financières pour pouvoir absorber un petit peu la crise de la presse papier. C'était le moment du tout numérique, où en gros si vous aviez pas de blog à l'époque, vous étiez ringard quoi. Donc voilà, c'était un peu le tournant. Donc le magazine a disparu en 2005, et juste un an après, après avoir donc écrit tous ces articles, et j'ai écrit des livres aussi, voilà, Imob m'a appelé pour faire des vidéos de formation sur le logiciel le plus connu de l'infographie, qui est Photoshop. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi, donc c'est sur cette expérience que c'est basé. Donc là on est en 2014, et donc forcément j'ai fait un petit peu de chemin, j'ai enregistré des tonnes de vidéos. J'ai pas compté pour être honnête, et puis quand vous faites une formation, des fois c'est une formation par exemple sur Lightroom qui contient 40 vidéos, donc c'est difficile de dire j'ai fait X tutos. Alors si on regarde le compteur sur tuto.com, qui prend pas compte ce que j'avais fait à l'époque chez Imob, parce que du coup c'est pas dans mon profil, enfin bon voilà. Si je regarde mon profil, est-ce que je peux savoir combien j'ai fait de formation? Il y a marqué 444 tutos, donc ça comprend les trucs individuels. Bon, ceux qui me connaissent, je fais que répéter ça, mais bon, c'est vrai, il y a peut-être ceux qui découvrent ce podcast, cette émission, et qui du coup me connaissent pas, et ceux qui viennent de tutos et qui me connaissent un petit peu. Bref, vous savez que j'ai utilisé en fait essentiellement ScreenFlow et Camtasia et BB Flashback. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des logiciels de screencasting, donc selon mon expérience personnelle. Je viens d'expliquer un petit peu en introduction pourquoi, d'où ça venait. Je vais aussi vous montrer des trucs que j'ai pas utilisés, donc vous m'avez pas vu l'utiliser en fait sur tuto.com,
ou à l'époque chez Imob, mais ça veut pas dire pour autant que j'ai pas investigué, enquêté sur cette possibilité. Par exemple, je vais vous parler de Snagit, qui est un logiciel Mac que j'utilise pas pour les tutos, mais je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous montrer Open Broadcaster, que j'utilise pas, et je serais peut-être tenté de dire pas encore, mais voilà, c'est un truc qui est un petit peu nouveau là, que je suis en train d'étudier. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos depuis longtemps, donc j'ai accumulé pas mal d'expérience sur ces softs, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien, etc. Et on va faire le même principe que le premier numéro du carnet du geek sur la Hackintosh, c'est des questions de foire aux questions, c'est-à-dire le truc que tout le monde va me demander en fait, et qu'on m'a déjà demandé. Donc j'ai compilé tout ça. Alors ça vient pas d'un chatroom ou d'un appel à questions que j'aurais lancé, spécifiquement pour ce podcast, pour le carnet du geek, mais c'est vraiment en fait des questions qu'on m'a posées et plusieurs fois. Donc je pars du principe que c'est des trucs a priori qui vous intéressent. Et comme pour la première vidéo, si vous avez d'autres questions, évidemment, vous réagissez, commentaires, Twitter, la chaîne Facebook officielle, facebook.com/julien.suka, enfin bref, vous devez maintenant savoir comment me joindre. Donc on verra si évidemment, si vous avez des questions, je vous répondrai après. Si c'est pas couvert dans cette vidéo, le but c'est de dépoter un maximum le sujet pour que vous ayez des réponses et que vous sachiez un petit peu comment ça marche. Le Hackintosh, c'était ça le principe, c'était pas de vous montrer comment on en fabrique un, comment on installe, c'était de vous dire bon comment ça marche, comment on s'en sert, d'où ça vient, est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est utilisable, pourquoi on en ferait un et pourquoi on n'achèterait pas un Mac. Donc c'était en gros dépoter les grosses questions, histoire d'éliminer tous les trucs auxquels vous pouvez penser, les questions que tout le monde se pose, hein, c'est le principe de la FAQ. Là c'est pareil, c'est en gros les sortes de screencasting. Alors c'est encore une fois une vidéo improvisée sous forme alors c'est pas un dialogue, parce que dans le dialogue il faudrait que je parle avec quelqu'un d'autre, mais c'est juste, je vous montre les choses. Je suis en train de screencaster en ce moment même, donc je vais évidemment vous montrer des trucs à l'écran, vous allez pas voir ma bouille là pendant une heure, parce que ça va pas être spécialement intéressant, je vais pas mal parler quand même, mais je pense cette fois-ci vous montrer quand même des trucs, et donc on va voir sous forme de questions, les questions étant donc des questions que a priori tout le monde se pose, auxquelles je vais répondre. Donc voilà, on va faire le même petit système, un petit carton qui pose la question et j'y réponds. Donc à tout de suite. Alors les fonctions les plus importantes d'un logiciel de screencasting. Donc en gros le truc le plus important c'est finalement qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un bon tuto ou un bon screencasting, parce que bon screencasting je vois pas à quoi ça peut servir d'autre que faire un tutoriel. Alors ça peut être subjectif, ça peut être, et encore une fois je vous l'ai dit dans mes vidéos, je suis assez subjectif, c'est-à-dire là ce que je vais vous dire c'est en gros quelles sont les plus importantes pour moi, mais sans être trop, je vais pas être mégalo, mais a priori c'est probablement les fonctions les plus importantes pour tout le monde aussi, quoi. J'ai pas des besoins spécialement plus poussés que quelqu'un d'autre, donc je pars du principe que si c'est important pour moi ça l'est pour tout le monde. Il y aura peut-être des tout petits machins qui font que c'est pas exactement ça, mais en gros le truc le plus important c'est la fluidité, c'est-à-dire que là si on passe sur l'écran, on va couper un petit peu la caméra, mais je vais réduire la caméra, donc là je suis sur le site de tuto, vous voyez que quand je bouge ma souris, alors là je suis dans une résolution, il faut quand même que vous réalisiez un petit peu le gag, hein. C'est que si je vais dans le display, donc c'est un 30 pouces en 2560 par 1600, évidemment vous le voyez en plus petit, parce que si vous regardez ça sur YouTube, ce sera en Full HD, donc en 1920 par 1080, donc c'est évidemment, ça prend pas le format 16 dixième du coup, donc je vais retailler tout ça, mais ça fait quand même une grande taille, hein, 2560 par 1600, c'est quand même très gros, et regardez quand je bouge la fenêtre, vous remarquez que c'est hyper fluide, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, vous, à l'écran, en tout cas j'espère, mais bon, je suis à peu près sûr de mon coup, c'est exactement ce que je vois moi, c'est-à-dire un rafraîchissement. Alors la vidéo sera pas en 60 images par seconde, ça sera probablement downscalé en 30 images par seconde, mais ScreenFlow, qui est en train de travailler là en ce moment, voilà, on est à 9 minutes d'enregistrement, comme quoi le temps passe vite, c'est ScreenFlow qui tourne, il est capable de gober un 2560 par 1600 d'une manière hyper fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite latence, les fenêtres bougent comme si vous étiez avec moi devant l'écran, quoi. Et alors, ça va peut-être vous paraître, vous allez dire ouais d'accord, mais c'est juste normal. En fait non, c'est pas juste normal, parce qu'il y a tout un tas de logiciels qui sont pas capables de faire ça. En particulier dans des résolutions aussi hautes que 2560 par 1600. Alors vous pouvez être en train de penser, à juste titre, ah oui mais t'es gentil, mais tout le monde n'a pas un 30 pouces à la maison. Ok, c'est quand même en train de se démocratiser, peut-être pas des 30 pouces comme ça, d'ailes qui sont faits un peu pour un usage infographie, parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Hackintosh, mais c'est un écran plutôt pour graphistes, précalibré, Adobe RGB et toute l'artillerie.
Mais ne serait-ce qu'un iMac par exemple, un iMac 27 pouces c'est 2560 par 1440 si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire la même largeur, c'est un petit peu moins haut parce que c'est du 16 neuvième, donc ça va probablement s'arrêter là, et ça va faire quand même 1440 pixels de haut. Donc le 27 pouces iMac, il est quand même assez répandu, hein. Ça fait un moment que c'est sur le marché, ça commence à arriver. Il y a des 27 pouces maintenant qui commencent à arriver pour PC et pour Mac aussi, mais plutôt dédiés aux utilisateurs PC, donc aux joueurs je pense, des 27 pouces en 2560 par 1640, et même de peut-être 1600, je sais pas, mais à des prix raisonnables. Chez Dell, je crois que le 27 pouces est à 500 et quelques euros. Donc c'est quand même une somme, mais c'est quand même pas excessif pour... je veux dire, c'est vraiment un super confort de travailler là-dessus, comme vous l'imaginez. Et donc ça veut dire que les tutos, quand vous les enregistrez, alors il faut pas enregistrer en trop grand, parce qu'après quand on remet en petit, par exemple sur tuto.com, là il y a un tuto à moi là, qui tourne, il va passer en 1280 par 800, ou peut-être en 1440 par 900, enfin c'est dans ce genre de taille qu'il faut enregistrer pour que les menus soient assez gros une fois qu'on ramène à l'échelle. Donc mes tutos, je les enregistre pas en 2560 par 1600, en général je fais du 1680 par 1050, ou de la HD 1920 par 1080. C'est en général dans ce genre de résolution que je travaille. Là je fais 2560 par 1600 parce que dans cette vidéo l'intérêt c'est pas un tuto, c'est à la fois de me voir à l'écran et que je vous montre des trucs, mais donc du coup j'ai pas pris la peine de changer la résolution. Mais tout ça pour dire que même si on prend 1920-1080 qui est donc la résolution HD, eh bien tous les logiciels de screencasting ne sont pas capables d'enregistrer à 30 images par seconde, en tout cas d'enregistrer de manière fluide, sans qu'on voit la souris faire des à-coups ou que faut vraiment qu'on ait l'impression de voir un mouvement fluide, et ça c'est pas le cas partout. Donc le critère number one, c'est que ce soit fluide, qu'on ait vraiment l'impression... c'est pas grave si c'est pas complètement fluide, je veux dire, j'ai fait plein de tutos avec BB Flashback et Camtasia, on n'est pas à 30 images par seconde, ça n'empêche pas qu'on comprend ce qui se passe, qu'on apprend des choses, et que voilà. Et les gens, dans les commentaires de tutos, m'ont jamais dit le tuto est nul parce que c'est pas 30 images par seconde. Évidemment, c'est pas le cas. Il y a plein de... Si vous prenez ne serait-ce que... Par exemple, on va prendre Lastar. Prenons Andrew Kramer, Video Copilot. Vous connaissez tous Video Copilot, je pense que c'est obligé. Je sais pas avec quoi il enregistre, je pense que c'est Camtasia, mais ces vidéos sont pas à 30 images par seconde. Vous voyez la souris, le curseur est pas vraiment parfaitement fluide. Est-ce qu'il faut revenir sur la pédagogie et la qualité des tutos d'Andrew Kramer? Non, c'est évident que ce qu'il montre c'est super intéressant, c'est toujours bien trouvé, l'effet c'est toujours... il y a toujours le wow effet de se dire wow, il arrive à faire ça en 40 minutes, et pourtant c'est pas super bien fluide. Parce qu'il enregistre sur PC, il fait un Camtasia, et j'imagine que Camtasia, on va en parler plus tard, avec en plus tout ce qu'il fait sur After, ça consomme quand même pas mal de ressources, forcément on n'arrive pas à 30 images par seconde. Donc tout ça pour dire, je trouve ça mieux moi de faire des tutos super bien fluides, etc. Et ça me gêne un petit peu, mais tout ça pour dire, c'est pas pour autant que le tuto sera mauvais, quoi. Il y a aussi, et du coup peut-être plus important, une autre fonction qui est intéressante, c'est il faut que ça enregistre sans perte, c'est-à-dire que le format natif de l'enregistrement ne soit pas déjà un format compressé. Quand vous enregistrez avec ScreenFlow, vous avez un point ScreenFlow qui contient en son sein ensuite toute la popote maison que fait ScreenFlow. Camtasia c'est pareil, c'est un CamProj pour le projet, et c'est et je sais même plus ce que c'est, une extension, CamRec, voilà, pour le codec vidéo. Et TechSmith, l'éditeur de Camtasia, a son propre codec vidéo, qui n'est pas destructif, c'est-à-dire que ce que vous enregistrez, en fait, ce qui est enregistré à l'écran n'est pas compressé visuellement. C'est pas comme si on faisait un gros JPEG par-dessus et que du coup on avait déjà un rendu avec des pertes. Parce que du coup, si vous le recompressez, vous allez reperdre. Donc c'est important que ce soit pas un rendu avec perte. Par exemple, les tutos enregistrés avec des logiciels qui compressent directement l'enregistrement, ça vous évite une phase de rendu, mais vous êtes déjà dans un format compressé. Donc si vous recompressez derrière, ça va être de moins bonne qualité. Et je pense là plutôt à... Alors du coup dans ma liste il n'y en a pas parce que Snagit je sais pas, mais je sais que BB Flashback a son format propriétaire qui est non destructif, et par contre Open Broadcaster, on le verra, enregistre directement en X264 qui est un très très bon codec pour la diffusion sur le net puisque c'est basé sur du H264, et je sais qu'il est donc c'est du compressé, mais si on utilise un réglage avec le maximum de qualité, visuellement il n'y a pas de perte, même si le codec est foncièrement un codec destructif, c'est pas un codec lossless comme on dit. Donc ça c'est la deuxième fonction importante, il faut que ce soit sans perte, ou disons le moins possible. Si vous faites du QuickTime Sorenson par exemple, le vieux QuickTime Motion JPEG, là c'est quand même un peu vilain, ça va être compressé. Donc là vous voyez une compression, j'imagine, parce que je tente un nouveau truc, ça me permet de faire une petite parenthèse, je tente d'enregistrer avec ça, que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est une Logitech C920,
qui est une... alors je vais pas vous la montrer parce que je m'en sers en ce moment même pour enregistrer, mais c'est une, il me semble, des seules webcams au moment où je parle, hein, c'est-à-dire début 2014, qui fait du Full HD. Donc HD 1080p, donc c'est plutôt cool. L'avantage de faire ça, c'est que ScreenFlow la reconnaît, donc en même temps que ça screencast à l'écran, je vais pouvoir manipuler la webcam dans ScreenFlow. Ça va me pouvoir permettre de balader la fenêtre, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique. Si on va si je vais chercher en fait un tuto, on va aller sur tuto.com et on va aller chercher les archives. Et je vais vous montrer, si j'arrive à la trouver vite fait, je vais essayer de vous montrer. J'ai fait un tuto en fait sur la tablette Wacom et on me voit en fait en train de faire les manips. Donc si je vais dans, alors faut que je retrouve mes petits. On va aller dans julienponce.com et on va aller dans Wacom. Ouais, ça va être peut-être plus intelligent. Et ici on va chercher screencasting et on va ouvrir un point ScreenFlow. Alors, je suis en train de voir malheureusement que je l'ai fait sur BB Flashback, donc je suis en train de vous dire un truc qui sert à rien en l'occurrence. C'est-à-dire que même si on me voit, ça sera pas sur le bon logiciel. Donc je vais vous ouvrir un tuto, donc je suis sûr de mon coup, où on me voit à la caméra, puisque c'est le tout premier en fait. Le tuto qui s'appelle HDR Effect. On va dézipper l'archive ScreenFlow et vous allez voir que... Alors je vais ouvrir ScreenFlow en même temps que j'enregistre, donc c'est un peu violent. Mais tout ça pour en venir au troisième critère, pour suivre mon plan, qui est que il faut que, c'est peut-être pas obligatoire pour tout le monde, il faut que le logiciel soit capable de pouvoir capter la webcam et de pouvoir mettre ça par-dessus l'enregistrement. Comme ça on n'a pas à faire deux flux. Si vous avez vu la première vidéo sur le Hackintosh, j'ai travaillé avec ça, qui est donc un Canon 6D. Alors évidemment c'est de bien meilleure qualité que de faire ça à la webcam. Et forcément, vous avez un capteur full frame, une belle lentille, etc., un bel objectif. Donc, il est évident que si j'avais là cette vidéo que vous voyez en ce moment même, ça doit peut-être crépiter un petit peu autour de moi dans les zones sombres. Moi, je sais pas trop parce que bon, là, je suis en train de le faire, donc je vois pas vraiment comment ça va être rendu sur YouTube. Mais j'imagine que dans les zones sombres, dans les basses lumières, c'est là où le capteur a du mal à avoir des informations. Je vais pas faire un petit tuto sur le développement photo, mais c'est comme ça que fonctionnent les capteurs numériques. Dans les basses lumières, ils ont moins de sensibilité. Et donc il y a du bruit, ça doit crépiter un petit peu, donc je vais peut-être faire un petit coup de courbe pour écraser un petit peu les noirs pour que ça se voit pas trop, mais cette vidéo devrait théoriquement, là, tel que vous me voyez, ça devrait être de moins bonne qualité que le 6D. Mais l'avantage c'est quoi? C'est que du coup c'est tout dans le logiciel de screencasting. Quand j'ai fait mon émission, je dis émission parce que c'était une chaîne de télé, mais quand j'ai fait mon podcast, on va dire, ma vidéo, donc le carnet du geek numéro 1 sur le Hackintosh, j'utilisais ça, et du coup c'était deux flux, c'était l'enregistrement du boîtier, que j'ai dû ensuite resynchroniser avec le screencasting sur ScreenFlow, resynchroniser les voix, donc il faut faire un clap, comme au cinéma, pour que les deux flux, qu'on sache quand est-ce qu'on démarre. Et évidemment, c'est beaucoup plus lourd, parce que il faut faire un montage, donc je suis passé dans Premiere, j'ai refait une sortie, enfin, c'est de meilleure qualité, mais c'est plus lourd. Là, je suis en train d'enregistrer l'écran, ma voix, et vous êtes en train de me voir, tout ça dans un seul logiciel. Et donc c'est évidemment hyper confortable, puisque du coup, une fois que j'ai fini mon édition, mon montage dans ScreenFlow, alors voilà ScreenFlow, ça c'est le premier tuto que j'ai jamais enregistré sur, alors pas ScreenFlow, et encore, je suis en train de me demander si c'est probablement le premier fait avec ScreenFlow, et c'est le premier sur tuto.com. Et vous voyez que là il y a ce qu'on appelle des call-outs, c'est-à-dire en fait des événements. Et vous voyez ici un encart où on me voit tout simplement en train de faire les manips. Donc ça veut dire que le flux de la webcam, là c'était la webcam d'un MacBook Pro à l'époque, voilà, il est pris dans ScreenFlow. Et vous voyez que je peux cliquer, je peux bouger, je peux retailler la vidéo, me mettre en plus petit, en plus gros, me mettre en noir et blanc, et mettre des couleurs, faire des effets, enfin bref. Vous voyez que tout ça est manipulable en temps réel. Et du coup, là quand j'ai fini de faire mon édition, je vais dans ScreenFlow File Export. Et j'envoie ensuite le codec dont j'ai besoin, les paramètres dont j'ai besoin pour tuto.com. Vous voyez que j'ai un preset pour tuto.com, etc. J'ai aussi un preset pour mon site julienponce.com. Au moment où j'enregistre, c'est pas encore sorti, mais vous en entendrez parler bientôt, j'imagine. Donc tout ça, et c'est une solution tout en un. Camtasia est tout à fait capable de faire ça. Là, c'est ScreenFlow, mais Camtasia est capable de le faire. Et mon ami BB Flashback est aussi capable de le faire. Et il me semble qu'Open Broadcaster aussi, même si je ne l'ai pas testé. Donc ça, c'est une fonction qui, selon moi, est importante parce que c'est une solution all-in-one, comme on dit, quoi.
Et la dernière fonction, pour répondre à la question, les fonctions les plus importantes, c'est la sortie, c'est-à-dire quelles sont les options de rendu. Alors dans ScreenFlow, par exemple, ça va être de pouvoir faire du non compressé comme du compressé, et ça va être le cas finalement de tous les autres logiciels, donc on va y venir quand je vais aller dans ces logiciels plus spécifiquement. Mais ce que vous voulez avoir, c'est un encodage H264, puisque c'est le standard maintenant pour l'HTML5, pour Vimeo, pour YouTube, et j'imagine pour Dailymotion. Donc vous voulez pouvoir en un clic sortir des vidéos sur les sites les principaux, les plateformes vidéo principales. ScreenFlow est capable de faire ça, Camtasia est capable de faire ça, BB Flashback est capable de faire ça, un petit peu moins bien en l'occurrence, mais en gros, tous ces logiciels dont je vous parle aujourd'hui sont capables de sortir en 2 clics pour les plateformes les plus connues. Alors c'est pas méga optimisé, c'est-à-dire que il y a des petits trucs qui font qu'il n'y en a aucun de tout cela qui peut faire exactement ce qu'il faudrait, selon moi. Mais bon voilà quoi. Et après le dernier truc, mais c'est un détail, c'est le watermarking, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre son logo sur la vidéo, c'est-à-dire de pouvoir apposer son logo. Tous mes concurrents le font pas forcément, mais les éditeurs principaux le font. Si je parle de Lynda par exemple, si je parle d'autres éditeurs, je pense que Video2Brain le fait aussi. Matrunks, Mathias le fait, il y a le petit logo Matrunks dans ses tutos. Vidéo Copilot, je me souviens plus, mais en gros, on est la majorité à mettre notre petit logo pour signer les vidéos. Voilà quoi, histoire que si la vidéo atterrit sur un PC et qu'on la lance, celui qui ne l'a pas initié, on va dire, puisse au moins savoir d'où ça sort. C'est possible avec Camtasia, c'est possible avec ScreenFlow, c'est possible avec Flashback, Snagit, je sais pas, mais les logiciels principaux dont je vous parle là sont tous capables de faire ça, et pour moi c'est important de pouvoir le faire facilement, bien sûr, de ne pas avoir à refaire un montage, à aller dans After ou dans Premiere. Ce serait idiot d'avoir à passer par un logiciel comme ça juste pour poser un watermark, un logo. Donc voilà, ça c'est on va dire les 5 fonctions, je pense, les essentielles. Il y a peut-être des personnes qui seront tentées pour dire je vérifie au passage à combien on en est, 22 minutes. Il y a des personnes probablement qui vont dire ça serait bien qu'il y ait un éditeur intégré, c'est-à-dire qu'on puisse faire du montage. Et Camtasia, ScreenFlow, BB Flashback le font, Open Broadcaster le fera pas. Et Snagit, je crois pas, parce que c'est un mini Camtasia Snagit en fait. C'est ce que fait TechSmith, mais sans le tout en un quoi. Donc c'est-à-dire en gros pouvoir faire des zooms sur une partie, pouvoir faire sortir un truc, mettre un rond autour du curseur de la souris pour qu'on ait le focus sur le curseur de la souris, ce genre de truc. Ce qu'on appelle des call-outs, c'est-à-dire des actions vidéo. Donc les logiciels principaux là dont je vous parle le font, et donc c'est important comme critère, je pense, pour beaucoup d'entre vous, d'avoir ce truc-là. Moi, un peu moins, parce que les call-outs, j'en faisais beaucoup au début, et je me suis rendu compte que c'est très chronophage dans la production du tuto. Et finalement, en tout cas, mon audience m'en réclame pas spécialement. L'important, c'est qu'il y ait un avant-après très clair, qu'on voit comment on est arrivé à ce résultat au niveau des manipulations. Mais finalement, d'avoir un truc en gros qui zoome sur le curseur de la souris pour voir exactement où on clique. Évidemment, il faut que ce soit lisible, il ne faut pas que le menu soit tout petit et qu'on voit rien. Mais c'est pas la peine non plus d'insister, de prendre les gens pour des idiots et de mettre le truc en énorme pour être sûr qu'ils y voient quelque chose. Donc c'est pour moi un critère un peu moins important. Donc voilà pour cette première question qui est évidemment très importante. Les fonctions importantes, c'est quoi ? Je vous ai donné les 5, je pense, dans l'ordre dans lequel moi je les mettrais pour choisir un logiciel de screencasting. Le prix, alors, évidemment, il y a des logiciels gratuits, il y a des logiciels payants, sur PC, sur Mac et sous Linux. J'ai pas abordé Linux parce que j'en fais pas beaucoup en fait sous Linux, même si je vais m'y mettre un petit peu pour un logiciel qui s'appelle Darktable, qui est un clone de Lightroom si vous préférez, qui est hyper intéressant et très puissant. Donc il y aura bientôt, alors je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais je prévois d'en faire et j'enregistrerai nativement, je pense, sous Linux. Même si je peux faire ça avec une machine virtuelle, vous voyez là parallèle, il y a Ubuntu Linux qui est installé. Donc tout ça pour dire, ils sont pas tous gratuits, et même en l'occurrence les meilleurs sont payants. Donc je peux vous donner une grille de prix, vous irez voir évidemment sur le logiciel, sur les éditeurs de ces logiciels, mais si on parle de PC, le plus cher ça va être Camtasia qui fait environ 220 €. Moi j'ai des prix en livres sterling, 220, mais j'imagine que c'est pareil en euros. En tout cas les écarts vont être les mêmes, hein, forcément. Le concurrent principal de Camtasia sur PC, ça va être BB Flashback. Alors je sais que ce truc là il n'est pas très connu en fait, et de manière assez injuste, si vous tapez BB Flashback,
vous tombez sur un site qui s'appelle BB Software, Blueberry Software. Donc c'est des Anglais. Il me semble que c'est des Anglais en fait, je vous dis ça, mais j'ai même pas, je vous dis ça comme si c'était... Ouais, Birmingham, donc ils sont en Angleterre, parce que je vois .co.uk, donc en général. Donc un peu plus de 200 €, suivant le taux de change. Et il n'est pas très connu, justement parce que le moteur est très bon, il enregistre d'une manière plus fluide que Camtasia, et voilà, et surtout il est moins cher, c'est-à-dire que la version standard est à 54, et la version Pro va être à 120, et vous pouvez télécharger une version Express qui va être gratuite. Et vous avez ensuite une page qui vous montre les différences entre la version Pro et la version standard. Donc sur la version Pro, il y aura la possibilité de faire plusieurs pistes de son. Il y aura la possibilité de faire des fondus sur le son, donc un peu plus de trucs sur le son. Il y aura la possibilité de faire des effets de zoom, des effets de crop. Donc c'est vrai que pour des tutos un peu pro et peut-être un peu plus compliqués, il vaut mieux prendre la version Pro. Mais en version standard, vous avez l'export H264, vous avez la possibilité de faire des highlights, des call-outs, de mettre le watermark avec votre logo. Par exemple, si vous avez un PNG transparent, comme moi, ça va se mettre par-dessus sans problème. Donc ça veut dire que quand même, vous avez l'essentiel de Camtasia pour 54 livres, donc ça fait une soixantaine d'euros. Je sais pas trop comment ils convertissent, vous regarderez ça. Parce que je suis pas là pour les vendre non plus. Il y a quand même un truc, c'est que il est quand même un peu rebutant au niveau de l'interface, c'est-à-dire que Camtasia est hyper simple à utiliser, c'est comme un logiciel de montage, il y a une timeline, on fait des cuts, boum, on ajuste les clips, on les allonge, on coupe. Dans BB Flashback, c'est un petit peu rugueux, et quand on ouvre l'interface, on se dit, oula, ça vient de Windows 3.1, ça date d'il y a 20 ans ce truc. Il faut lui donner sa chance, parce que le moteur interne de l'enregistrement est vraiment bon, il est foncièrement bon, et il est en général plus fluide que Camtasia. Donc je suis désolé messieurs de TechSmith, mais le codec en fait de BB Flashback est, je pense, meilleur. Et j'ai dû faire, je sais pas combien j'en ai fait des tutos avec BB Flashback, mais je dirais une cinquantaine. Et vraiment le résultat est bon quoi. Donc voilà. Après au niveau du Mac, ça va se jouer essentiellement entre Camtasia Mac qui est autour de 73, 75, 70, enfin par là. ScreenFlow qui est un peu moins cher, qui est à 60. Alors du coup c'est pour moi c'est le logiciel je pense qui est le plus en avance, et c'est le moins cher en plus. Alors le moins cher non, parce qu'il y a Snagit qui, voilà, je vois 36,95. Snagit c'est le même éditeur que Camtasia, mais il y a pas tout le côté studio, pas développement mais édition, montage, etc. Donc il est un peu moins complet, c'est juste, entre guillemets, juste un logiciel de screencasting. Et il y a après les trucs un peu inconnus, comme par exemple Open Broadcaster. Il y a Cam Studio qui est un logiciel gratuit, mais qui est vraiment qui ne fait juste que enregistrer l'écran sur Windows, et du coup il ne se base que sur les codecs installés. Donc si vous n'avez pas de codec de screencasting, vous allez enregistrer directement dans un codec hyper destructif. Donc c'est pas très très bon. Mais Open Broadcaster, on va y faire un tour tout à l'heure, quand on va aller voir, quand je vais aux questions suivantes, et vous allez voir que c'est pas si mal que ça en fait. Et au niveau du moteur, ça fait même du 30 images par seconde sur des grosses résolutions, ce que ne fait ni Camtasia ni BB Flashback. Ça veut dire qu'au niveau du moteur, bon, Open Broadcaster qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur SourceForge, voilà, j'ai tapé Open Broadcaster sur Google. Alors c'est pas le premier lien, c'est le deuxième lien, Open Broadcaster Software. Vous allez comme ça le télécharger directement sur SourceForge, et voilà, ça, on va l'installer tout à l'heure. Donc en gratuit sur Mac, je connais pas de trucs vraiment au niveau de ce qu'on attend et qui répondent aux questions, en tout cas aux critères qu'on a énoncés dans la question précédente. On va faire une petite parenthèse sous Linux, même si j'en ai absolument pas, j'ai pas enregistré de tuto directement sous Linux, mais si vous tapez Record My Desktop, et vous avez, il me semble, Kazam, je sais pas si je l'orthographie, je suis pas sûr, ça va être Screencaster, ouais, enfin, c'est sans le H. Donc voilà, vous avez Record My Desktop, qui est aussi sur SourceForge. Voilà le site, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu tristouné, mais le moteur est très très bon de Record My Desktop. Si vous êtes, par exemple, vous voulez faire des tutos sur le développement, PHP, sur configurer un serveur Apache, SQL, et ce genre de trucs. Donc il y a beaucoup de développeurs qui codent directement en étant sur une plateforme Linux pour pouvoir administrer le serveur facilement, SSH, etc. Donc vous pouvez avoir besoin d'un logiciel de screencasting sur Linux. Record My Desktop est excellent, il est très fluide, il reconnaît par exemple ce micro, le Blue Yeti USB, qui est probablement le micro de podcasting et de screencasting le plus répandu.
150€, reconnu sans driver, PC, Mac, Linux. Toute version de Windows, toute version de Mac, toute version de Linux. Je sais pas comment ils ont fait, mais franchement, c'est le micro. De bonne qualité, avec différents modes. Je fais un petit peu de pub pour le micro au passage, mais tout ça pour dire que même sous Linux, il est détecté d'origine, c'est plug and play. Il est reconnu sur Ubuntu, en tout cas, il est reconnu d'origine. Donc vous allez sur ce site, mais si vous tapez Record My Desktop par exemple dans le lanceur, dans le Software Center de Ubuntu, il va s'installer tout seul. Et Kazam pareil, donc K-A-Z-A-M. Alors Kazam c'est plus un... J'essaie de trouver un site... Ouais voilà. Kazam c'est plus un Camtasia-like dans la mesure où Kazam propose de faire du montage. C'est-à-dire que vous avez une ligne de temps, vous pouvez faire des cuts et vous pouvez faire un rendu. Record My Desktop, ça veut dire que c'est du tourné-monté. Ça va enregistrer au format OGM, qui est un bon format, qui est un peu exotique, mais c'est un bon format, qui est open source. Si vous voulez faire du montage, il va falloir mettre ça dans un autre logiciel de montage, et du coup sur Linux, il n'y en a pas des milliards. Donc il y a KEN Live, alors pareil, je sais pas si je le prononce correctement, KEN Live, ou KDE Live, ou je sais pas trop comment, KDE Live... ouais, c'est ça, KDE N-Live, ouais, c'est ça, Free Open Source Video Editor. Donc KDE N-Live va pouvoir monter ce que vous avez screencasté avec Record My Desktop. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du prix, donc ça va de 0 à 220. Camtasia Studio PC étant... alors c'est le best-seller sur PC, c'est peut-être le plus complet si on regarde vraiment toutes les fonctions une par une, mais en matière de ce dont on a besoin nous, dans ce qu'on a énoncé là, je pense pas que ça vaille 220€ sans être méchant. Je mettrais plutôt 120 dans BB Flashback, quitte à avoir une courbe d'apprentissage un petit peu plus raide en fait. Mais on va en reparler, dans les questions suivantes. Mais bon, voilà, je vous ai répondu pour le prix, je voulais vous donner une ordre d'idée de quoi on parlait déjà, avant que vous puissiez peut-être déjà commencer à avoir une préférence, à vous dire ouais, on va peut-être se diriger vers ça. Alors celui que j'utilise le plus sur PC, si vous avez vu le premier numéro du Carnet du Geek, vous savez que j'utilise donc un Hackintosh et un MacBook Pro Retina, c'est vraiment mes deux machines principales. Ce Hackintosh est en fait boot aussi sur Windows, donc je peux enregistrer sur Windows bien entendu des tutos. Et donc là c'est sur Mac OS X, et j'ai le MacBook Pro Retina qui est juste derrière la webcam. Je vais pas la bouger parce que j'ai trouvé mon cadrage, donc il faut imaginer qu'il y a un MacBook Pro Retina derrière qui me sert évidemment en déplacement. Celui que j'utilise le plus sur PC maintenant, c'est BB Flashback. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec Imob, et à l'époque d'Imob on en était à Camtasia 4 je dirais, ouais, un truc du genre, 3 ou 4, c'était un peu les débuts, c'était un peu austère en l'occurrence. On pouvait déjà faire du montage, on pouvait déjà enregistrer et monter ce qu'on avait enregistré. On était autour de 17 images par seconde en 1024 par 640, voilà, une résolution un petit peu, c'est du 16 dixième ça, 1024 par 640, ouais. 1024 par 576 c'est 16 neuvième, c'est ça. Donc c'était pas le moteur le plus fluide du monde, mais en même temps il n'y avait rien d'autre, c'est-à-dire que faire du fluide 30 images par seconde avec la souris qui soit aussi fluide que si on était devant l'écran, ça n'existait pas. Donc j'ai fait beaucoup de tutos sur Camtasia pour Imob pendant longtemps, jusqu'à ce que je sais pas de quand date exactement ScreenFlow, mais ça a dû apparaître quelque part en 2007-2008, un truc du genre. Et à l'époque c'était pas gourmand, mais il fallait quand même une machine qui dépote un petit peu pour utiliser ScreenFlow. En tout cas moi j'ai eu un MacBook Pro 15 pouces Core de Duo 2.2, et déjà ScreenFlow en 2008 marchait super bien là-dessus. Mais donc à l'époque je vous aurais dit sur PC j'utilise Camtasia, mais j'ai fait un switch comme on dit en 2011 même. Donc ça faisait un petit moment que j'étais déjà sur tuto, 2 ans pour être exact, et j'ai switché d'un MacBook Pro, enfin j'avais toujours un MacBook Pro, mais je me suis mis à réutiliser une tour. À l'époque j'avais que mon MacBook Pro qui était mon portable, qui était ma station principale, et je me suis remis à avoir une tour. J'avais laissé tomber les tours pendant 2-3 ans, donc j'ai fait un petit switch sur un Dell XPS 8100, une machine que j'ai gardée longtemps, une très bonne machine qui fonctionne encore d'ailleurs. La personne à qui j'ai vendu, je sais qu'elle fonctionne encore. Sauf que bon, c'était un PC, donc et à l'époque il n'y avait pas de Hackintosh. Enfin, en tout cas, c'était vraiment de la bidouille pour faire tourner un OS X. Et puis de toute façon sur le Dell XPS ça marchait pas, puisque le hardware était pas compatible. Donc tout ça pour dire, j'en étais super content avec Windows 7, très stable, mais bon,
il fallait que j'enregistre des tutos. Et à l'époque, j'avais passé mon portable en MacBook Air, parce que c'était vraiment une période, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'était une période où je voyageais beaucoup, pas pour le plaisir, pour le boulot, et j'étais vraiment beaucoup entre Montpellier, Paris et Londres, ce qui est toujours le cas, mais un peu moins aujourd'hui. À l'époque, c'était quelque chose de vraiment pas délirant, mais c'était genre toutes les 2 semaines j'étais quelque part, quoi. Donc c'était et même avec des sauts en Belgique pour aller chez Micros à l'époque. Donc ça pour dire, il me fallait un portable du coup léger, et le MacBook Pro qui fait 2,5 kg avec les accessoires, le disque dur, la tablette, plus la valise parce que j'étais à des hôtels, etc. Ça commence à faire lourd. Donc j'étais passé sur MacBook Air. J'ai adoré mon MacBook Air. C'est quoi, c'est 1,5 kg je crois un MacBook Air, même pas, enfin c'est vraiment ridicule comme c'est léger. Sauf que c'est pas ultra puissant, on peut pas vraiment dire, ça suffisait pour faire des tutos sur Lightroom et sur Photoshop, pas très très lourd non plus, mais les tutos After ou des tutos sur des fichiers bruts un peu larges sur Lightroom, c'était vraiment, c'était super lourd quoi. Donc pas de ScreenFlow possible quand je voulais faire des tutos, puisqu'il fallait que je passe sur le PC. Le PC lui était très puissant, c'était génial, mais c'était pas un Mac, donc pas de ScreenFlow. Donc il a fallu trouver un truc, et à l'époque je m'étais dit, il n'y a pas moyen de revenir sur Camtasia, ça coûte 220€, moi qui avais acheté une licence ScreenFlow à 60, je trouvais que ça faisait quand même cher pour rien de plus en fait, donc je voulais trouver un équivalent, un entre-deux, et je me suis mis à Flashback standard, 55-60€, je sais pas combien il était à l'époque et combien ils avaient converti avec la livre, mais c'était dans ces eaux-là, donc un prix sensiblement équivalent à ce que j'avais sur ScreenFlow, donc j'étais content. Voilà, sauf que quand vous ouvrez l'interface, et ben ça fait un choc. Donc on va faire pas une coupure, mais on va passer sur Windows, et je vais vous installer et vous montrer en fait bébé Flashback. Donc je suis sur une machine virtuelle, parce qu'évidemment je vais pas screencaster et re-screencaster à l'intérieur du screencasting, parce qu'au niveau des ressources machines ça va commencer à être un petit peu compliqué, mais je vous l'installe dans une machine virtuelle, et c'est juste pour vous montrer, je vais peut-être faire un petit enregistrement, on va essayer quand même. Vous voyez là c'est Parallel qui tourne sur Mac, qui fait tourner Windows 8, et je suis en train d'installer bébé Flashback. Alors il installe, en fait vous voyez l'écran là qui a sauté, j'espère que ça m'a pas fait sauter le ScreenFlow, non? Vous voyez en fait il a fait sauter l'écran parce qu'il a installé un driver, et en réalité ce qu'il fait, c'est ça qui est assez intéressant, donc on va utiliser la démo, il installe une carte graphique en fait, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que quand vous regardez la liste des cartes graphiques ensuite sur votre PC, je sais pas si je vais arriver à vous faire ça, mais vous voyez une deuxième carte graphique, et en fait c'est un périphérique de... voilà. Si on regarde le display adapteur, alors il y a la carte graphique native qui est en fait parallèle, c'est-à-dire la machine virtuelle. Si j'étais sur mon vrai PC, il y aurait marqué Nvidia, GeForce, là j'ai une 770 GTX, mais bon, peu importe, on s'en fout. Et il y a BB Capture Driver, il est listé en tant que carte graphique. C'est parce qu'en fait, quand il enregistre, au niveau de Windows, c'est comme si c'était une carte graphique qui alimentait l'écran. Et c'est comme ça, je pense, qu'il doit récupérer le flux. Donc bon, c'est un peu comme ça que ça se passe dans les coulisses. Donc voilà l'enregistreur. On va ouvrir bébé standard enregistreur, donc le recorder. Il me demande si je vois la fenêtre. Oui, je la vois. Donc vous voyez qu'on peut enregistrer plein écran, une région uniquement, ou une fenêtre. Donc on va enregistrer en plein écran carrément. Le son. Donc là évidemment il va pas y arriver puisque je suis déjà en train d'utiliser le micro. Et la webcam pareil. Donc là je vais pas cliquer parce que j'ai pas envie de faire sauter mon flux actuel. Mais bref, on va enregistrer. Alors en général le premier enregistrement il vous dit qu'il y a des problèmes de performance parce qu'il faut qu'il s'ajuste et qu'il évalue les performances du logiciel. Mais on va... vous voyez que ça lag parce qu'évidemment je suis dans une machine virtuelle. Bon voilà. Donc on enregistre dans un format natif. Vous voyez que ça fait un format FBR, Flashback Recording j'imagine. Et on va mettre ça sur le bureau, on va pas mettre de titre. Voilà, vous voyez j'ai détecté des petits problèmes, blablabla. Et on va ouvrir dans le player. J'ai quand même screencasté un 2560 par 1600, donc dans une machine virtuelle, donc c'est vraiment le truc un peu violent. Donc quand vous êtes dans la version d'enregistrement, vous avez ce watermark en haut. Voilà, et voilà l'interface, voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est la ligne de temps là-haut. Alors on peut faire des cuts, si par exemple je coupe ce morceau-là, je vais aller dans édition, et je vais pouvoir faire des cuts. En l'occurrence ici, je vais mettre insert, je vais mettre un marqueur, et on va mettre un marqueur 1, et puis on va aller plus loin et mettre un marqueur 2. Et on va lui dire édition, sélectionner les frames, et on va pouvoir sélectionner les frames. Alors les sélections des frames comme ça, c'est possible uniquement dans la version pro.
Donc c'est un petit peu le problème. Mais vous voyez que tous les callouts sont là, donc je peux mettre un truc qui dit, voilà, un truc avec du texte, c'est-à-dire du texte à l'intérieur, etc. Donc si vous voulez avoir vraiment toutes les possibilités de montage, ce sera la version Pro à 120, qui est déjà quand même 2 fois moins cher que Camtasia Studio. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous voyez cette interface, ce système là de placer des marqueurs, de faire des cuts là-dedans, c'est pas du Premiere, quoi. Vous n'allez pas là-dedans et vous dites je fais un coup de cutter ici, je coupe, etc. C'est quand même un tout petit peu rugueux quand vous faites des transitions entre deux vidéos. C'est pareil, c'est un petit peu... c'est pas ergonomique, quoi, voilà. Je cherchais le mot, c'est vraiment pas ergonomique. Il faut s'y faire, mais le moteur marche très bien. Je sais que là je peux pas vraiment vous le vendre parce que... Voilà, c'est un Mac qui fait tourner un Windows et qui réenregistre à l'intérieur, donc c'est quand même un peu compliqué pour ma machine là, même si c'est une machine qui est plutôt puissante, il faut quand même pas trop en demander. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je comprends que ça puisse vous rebuter. On va comparer maintenant avec Camtasia, avec Camtasia. Donc je vais aller chercher dans les downloads, ici j'ai Camtasia. Donc il vous propose lui aussi une version de test de 30 jours. Et vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Donc on va accepter Improve Camtasia. Donc non, je ne veux pas envoyer de données personnelles à Camtasia. On va mettre juste le raccourci sur le bureau. Je ne vais pas installer les assets qui permettent d'avoir des presets, etc. Même si évidemment c'est conseillé. C'est juste que là je veux aller plus vite. Donc ça s'installe normalement relativement rapidement. Et on ira faire un petit tour après sur Open Broadcaster. Donc j'utilise BB Flashback, voilà, pour ces raisons, c'est-à-dire que le moteur est plutôt bon, il est moins cher, et même si l'interface est un peu rugueuse, maintenant que je l'ai un petit peu apprivoisé, je fais exactement ce dont j'ai besoin. Ça veut pas dire que il fait exactement tout ce que ferait Camtasia, mais bon, je m'en fous que Camtasia fasse des trucs en plus si j'en ai pas besoin. Ce qui est important, c'est que je puisse faire ce dont j'ai besoin. Donc voilà à quoi ressemble le Camtasia Studio. Donc vous remarquez que déjà, alors vous avez un tuto qui vous montre comment vous servir de Camtasia. Le tuto il a lui-même été fait avec Camtasia. Donc c'est plutôt vendeur. Donc si on va dans enregistrer l'écran, on va se retrouver avec une télécommande ici, voilà, qui va enregistrer encore une fois plein écran, une partie de l'écran, la webcam, ou l'audio, ou pas la webcam. Bref, vous faites un petit peu vos courses. Et là, on va enregistrer en plein écran. Il va y avoir un compte à rebours, on appuie sur F10 pour annuler le plein écran, enfin bref, les trucs habituels. Donc là, c'est en train d'enregistrer, donc on va faire bouger une fenêtre vite fait, mais bon, encore une fois, les performances sont pas représentatives puisque je screencast un screencasting, donc je vais revenir dans la petite télécommande et mettre stop. Et là, il nous permet, en fait, première différence avec Flashback, il nous permet, là pour l'instant, la vidéo n'est pas encore enregistrée. Il faut faire en fait Save and Edit, et ça va enregistrer un camrec. Et ça va ouvrir Camtasia Studio qui va nous permettre d'éditer ce camrec à la taille d'un projet. Alors moi ici il me propose une taille qui est vraiment beaucoup trop petite. Si je veux enregistrer à la taille de l'enregistrement, il va falloir que je mette ici Recording Dimensions. Et une fois que je suis là-dedans, vous voyez que je vais pouvoir prendre le ciseau, mettre des coups de cutter, etc. Faire du montage, changer le son, des variations de son, rajouter des annotations, des transitions, faire par exemple un zoom. Je vais pouvoir lui dire, vous voyez, de faire un effet de scale dans la fenêtre, et vous voyez que ça va faire une transition sympa. Cet effet de zoom, je vais pouvoir le déplacer par exemple, voilà. Maintenant ça fait un zoom un peu plus tard. Enfin bref, vous voyez que c'est du coup hyper facile à utiliser. C'est plus user-friendly comme on dit, une interface beaucoup plus ergonomique, plus jolie aussi. En termes de sortie, quand on va faire Produce and Share, on va pouvoir accéder à des presets. Vous voyez qu'il y a Google Drive, screencast.com et surtout YouTube. On peut aussi créer ses propres presets et accéder à tous les codecs qui sont installés sur Windows. Donc si vous avez installé des codecs particuliers, et je pense notamment à QuickTime pour faire du H264, ce sera présent. Le problème c'est que QuickTime H264 est très lourd, ça fait un H264 standard mais c'est très lourd et ça compresse pas très bien. Le vrai bon codec c'est X264 et c'est un peu plus compliqué de les produire sur Windows. Je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ça dépend de pas mal de choses. Il y a beaucoup de méthodes différentes pour y arriver et elles-mêmes elles dépendent du logiciel que vous utilisez. Donc là il faudrait qu'on en parle pendant 1 heure pour que vraiment je puisse vous briefer là-dessus. Juste pour dire, il y a quand même la possibilité d'avoir du clé en main dans Camtasia. Comme je vous l'ai dit, je le trouve plus cher pour des raisons qui ne m'intéressent pas.
Même si j'ai pas pu vous le montrer dans cette vidéo, le moteur de BB Flashback est meilleur quand il s'agit d'enregistrer dans des grandes résolutions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 15 images par seconde, on va pouvoir être à un peu plus. Quand vous allez faire votre montage dans Flashback, vous avez une option de sortie ici qui vous permet de choisir Flash. Alors Flash c'est un petit peu désuet quand même, mais en gros il y a un preset H264 ici qui est grisé parce que dans ma machine virtuelle j'ai pas installé QuickTime, mais dès que QuickTime est installé, hop, il va se dégriser. Et il y a possibilité de faire, vous voyez, du MP4 qui est aussi du H264 pour sortir directement sur iPod, iPad, iPhone, PSP, enfin tout ce que vous voulez. Donc il a exactement tout ce qu'il faut pour sortir aussi sur des formats. Et on peut sortir aussi en AVI non compressé pour ensuite le passer dans un codec comme Handbrake, enfin dans un logiciel d'encodage comme Handbrake, qui lui justement va faire un vrai X264 dans les règles de l'art et beaucoup plus léger que ne va le faire QuickTime en l'occurrence. D'ailleurs ScreenFlow se repose sur le X264 aussi. C'est pour ça que les vidéos produites avec ScreenFlow sont plus jolies et plus légères que ce que fait Camtasia et que ce que fait BB Flashback. Mais bon, là puisqu'on parle de PC, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut sur BB Flashback. Il faut que vous soyez prêt par contre à investir un petit peu de temps dans l'apprentissage. Vous allez devoir l'apprivoiser ce soft, hein. Il est un petit peu rugueux, mais une fois que vous savez faire des transitions, des fondus, vous allez mettre le watermark par exemple, tiens, puisqu'on en parle, insérer watermark. Je vais chercher mon logo qui doit être, je vous le retrouve. Mais alors dans la machine virtuelle, il va falloir que j'aille chercher l'équivalent. Je sais pas si je vais pouvoir y accéder, ouais. Parce que c'est bon, je l'ai. Donc voilà, watermark julienponce.com. On va le mettre à position, je sais pas où, on s'en fout. Hop, cliquez sur OK, voilà, il est apparu ici. Hop, je glisse mon watermark et je mets un julienponce.com là-bas, en bas à droite, pour signer ma vidéo. Vous voyez, boum, voilà. Donc moi en général quand je fais un tuto, je coupe des morceaux si jamais j'ai fait une bêtise, j'ai dit une bêtise ou il y a eu un bruit, ce genre de truc. Donc je fais mes petites éditions, je place mon logo et je fais une sortie avec les paramètres dont j'ai besoin. Donc pour tuto.com c'est une chose, pour julienponce.com ça en est une autre, pour YouTube ça en est encore une autre. Donc ça c'est des paramètres qu'on va pas voir aujourd'hui, mais en tout cas le logiciel a tout ce qu'il faut pour produire des tutos en bonne qualité, pour un prix qui est donc moins cher que Camtasia. Donc la réponse à la question, celui que j'utilise le plus sur PC aujourd'hui, donc en 2014 au moment où j'enregistre cette vidéo, faudra voir s'il y a des nouveaux acteurs après sur ce marché, mais à mon sens, BB Flashback est le meilleur rapport qualité-prix, et c'est celui que j'utilise le plus. Alors, autre question, évidemment, du coup, quel est celui que j'utilise le plus sur Mac? Si vous avez vu la première vidéo sur le Hackintosh, j'ai déjà un peu répondu à cette question, et puis je pense que vous l'avez compris là depuis qu'on enregistre, c'est-à-dire depuis 47 minutes, depuis le temps que j'ai commencé cette vidéo, vous avez compris que j'utilisais ScreenFlow essentiellement sur Mac, la majeure partie du temps où je fais des tutos. Donc on va y revenir un petit peu à la fin. Donc c'est ScreenFlow que j'utilise le plus, on est allé y faire un tour tout à l'heure. Si j'ouvre, je vais réouvrir le fichier, mais c'est une interface, on va l'agrandir, qui est vraiment hyper user-friendly, c'est-à-dire que voilà, vous avez vu, on peut faire des effets de transition avec la webcam qui glisse, des effets de fondu au début, avec différents effets de transition. Si vous voulez mettre un effet de transition différent, on va mettre un effet de transition différent. Enfin, on peut faire un cube qui tourne, on peut faire plein de trucs un petit peu funky. Bon, ça c'est une question de goût, mais tout ça pour dire que tout est hyper simple. Éditer le son ici, ça va être juste un slider, alors que dans BB Flashback c'est peut-être un peu plus rugueux. On peut faire des effets sur le son, on peut faire, vous voyez, des audio filters ici, pour par exemple faire des effets d'équalisation pour donner un peu plus de fréquence aux basses, etc. Tout ça dans BB Flashback c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Ensuite on peut faire le petit effet, alors les fameux effets de zoom sur la souris. Donc pour ça il faut sélectionner d'abord la piste vidéo. Voilà, vous voyez que je peux faire un zoom sur la souris. Je peux faire un effet radar quand je clique, ça va faire le petit effet de radar, je vais vous en faire un là. Voilà, là je suis en train de cliquer, ça a dû faire un effet radar. Vous pouvez faire les effets fameux call-out pour dire on va faire un call-out action. Hop, vous voyez, ça va faire apparaître par exemple, faire zoomer une partie, faire une opacité réduite sur un élément particulier. On peut mettre une bordure de X pixels en bleu. Enfin, vous voyez, tout ça est hyper simple. Donc le logiciel est ultra user-friendly, il est hyper fluide. Comme on l'a dit dès le début, c'est le meilleur moteur. Et je pense que c'est non discutable. Donc c'est vraiment le meilleur moteur. J'enregistre là en 2560 par 1600.
j'ai une machine virtuelle qui tourne derrière, et donc j'ai screencasté une machine virtuelle qui screencast, et vous avez vu que ScreenFlow a pas branché. Donc je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment en avant sur tout le reste. Et les options de sortie sont très complètes. C'est basé sur du X264, ça veut dire que ça va produire un format au standard H264, mais avec un codec plus performant, avec la possibilité d'avoir du lossless si on veut faire du non compressé pour ensuite passer dans Premiere ou dans After Effects si besoin. Donc il y a la gestion des presets. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ScreenFlow est pas complètement idéal? En tout cas, il y a un truc qui moi me gêne beaucoup, mais c'est particulier, il n'y a pas la possibilité de faire du render queue. Par exemple, dans VB Flashback, je passe une journée à enregistrer une formation complète en X vidéos. Par exemple, j'ai 10 vidéos enregistrées d'une formation complète. Donc j'enregistre mes 10 vidéos, à la fin de la journée, je veux toutes les encoder pour aller les envoyer sur mon site, ou sur tuto.com, ou sur YouTube, ou je sais pas quoi. Et ben, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher le Batch Export Utility, et là-dedans, je vais glisser tous les fichiers FBR. Voilà, là j'en ai qu'un, mais j'en glisse plusieurs. Je choisis mes paramètres d'export, donc on va mettre par exemple MP4, à la taille dont j'ai besoin, et blablabla. Je clique sur export, et boum, il va me prendre les 10, et il va me les rendre dans le codec choisi, à la place où je lui ai dit, à l'emplacement où je lui ai dit. Comme n'importe quel fil d'attente de rendu, comme le ferait Media Encoder chez Adobe, comme le ferait, je trouve plus le nom, comme le ferait Handbrake, etc., comme le ferait After Effects, bien entendu. Donc voilà, tous les logiciels de vidéo feraient ça, Final Cut, Compressor, enfin bon, tous ces trucs-là. Et ScreenFlow, non, c'est en gros un projet, ScreenFlow, égale un rendu. Si je veux en rendre plusieurs, il faut ouvrir 10 ScreenFlow différents, ce qui est possible, on peut avoir 10 ScreenFlow qui s'ouvrent, enfin en tout cas des projets comme ça qui s'ouvrent, et faire des rendus dans chaque projet. Alors, vous allez me dire, au final, ça va arriver au même résultat, sauf que quand on balance 10 ScreenFlow en rendu, sur votre machine, vous pouvez rien faire. Ça rame, ça rame beaucoup. Il vaudrait mieux qu'ils se rendent un par un, et puis on fait tourner ça la nuit, et voilà. Bon, malheureusement, c'est pas encore arrivé. Donc vous allez me dire, c'est un petit défaut, puisqu'il y a quand même un moyen, finalement, de rendre les 10 d'un coup, mais je comprends pas, en fait, que c'est toujours pas d'actualité. Au moment où j'enregistre cette vidéo, alors, je vais aller voir dans Parallèle, là, je me suis trompé. ScreenFlow, je vais aller dans About, je suis dans la version 4.0.5. Je crois que la version 4.5 est sortie, je vais aller voir dans Check for Updates. Voilà, 4.5 est sortie. Et donc quand je suis allé voir les nouveautés de 4.5, je me suis dit, bon, là ça y est, ça fait depuis ScreenFlow 1 que tout le monde demande une render queue. Et en particulier les gros auteurs de tutos, on le demande tous, tout le monde le veut. Et ben non, c'est toujours pas d'actualité. Dans 4.5, plein de nouvelles fonctions, la majorité dont j'ai rien à faire, vous voyez, parce que je suis toujours sur la version 4, et toujours pas de render queue. Donc je désespère un petit peu, c'est pas un must have comme on dit, c'est un nice to have, ça veut dire c'est pas le truc obligatoire, ce serait cool de l'avoir, c'est pas obligatoire, mais franchement moi je trouverais ça cool de l'avoir. Donc j'utilise le plus ScreenFlow, mais il y a encore ce dernier petit truc. Alors après c'est le rapport qualité-prix, quand on regarde tout ce que fait ScreenFlow, tous les avantages, et on paye, allez on va aller voir sur le site, comme ça au moins je vais faire un peu mon journaliste et que ce soit un peu complet. ScreenFlow, Telestream, on va mettre Buy Now. Alors il va peut-être détecter ici une boutique qui va me donner il me donne British Pound. On va lui demander en euros comment il convertit 60 livres. Ça devrait faire 75, voilà, j'allais vous dire ça va faire 75, ça fait 73 euros. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix si on compare à ce que fait Camtasia par exemple sur PC. Et après il y a Snagit. Alors Snagit c'est le petit poussé, c'est fait par Telestream, donc le même éditeur que Camtasia. Donc il y a une télécommande ici aussi. Je vais pas le lancer parce que je screencast déjà avec ScreenFlow, donc bon ça commence à faire violent. Mais il y a toutes les options dont on a besoin. Donc si on va ici dans les captures préférences, donc on peut faire du screenshot, mais on peut faire évidemment de la capture vidéo. Et quand on va dans avancer, on va pouvoir lui dire où est-ce qu'on veut mettre les trucs. Si on va dans capture, alors j'essaye je pense qu'il va peut-être planter parce que il y a beaucoup de ressources qui sont allouées au screencasting, voilà. Donc il y a des presets qui sont installés, il y a des raccourcis et il y a juste ce qu'il faut en fait pour enregistrer des vidéos.
Je trouve pas ça mal fait, hein, pour ainsi dire, c'est pas vraiment mal fait. On va se mettre ici en mode vidéo, vous voyez, qui permet de choisir son micro, etc. Donc c'est pas résolument mauvais, mais il faut pas lui en demander trop, en fait. Voilà, quoi, c'est ça, c'est que ça fait juste ce qu'on lui demande, ça le fait bien, et puis pas plus, quoi. Donc si on va voir le prix, je vais aller voir Snagit, tac, ici. J'essaie de vous trouver le prix en euros, mais bon, vous allez le trouver très rapidement. On va mettre Buy Now. Voilà, Snagit, copie individuelle. Est-ce que je peux avoir autre chose que du British Pound? Je suis pas sûr, mais bon, voilà, il me met 36,95. Si on regarde Camtasia pour Mac, c'est 73. Alors, vous voyez que c'est un peu plus cher Camtasia pour Mac, et du coup, vous pouvez me demander, si on est sur Mac, quel intérêt on a à utiliser Camtasia? J'ai envie de dire aucun. Si vous avez la chance d'avoir un Mac, mais utilisez ScreenFlow, enfin je veux dire, c'est plus léger. Et alors je veux pas dire de bêtises, hein, je suis désolé, j'ai pas vérifié avant parce que j'ai pas tout checké non plus. Mais il n'est pas possible d'ouvrir un projet Camtasia PC avec le Mac, qui aurait été selon moi le seul avantage à avoir Camtasia Mac, d'avoir du coup un environnement cross-platform comme on dit, c'est-à-dire qui permet de manipuler des screencasting d'un environnement PC vers l'environnement Mac, c'est pas le cas. Ce qui est tout à fait compréhensible dans la mesure où les moteurs sont probablement très différents, donc je comprends tout à fait qu'ils aient pas pu faire la passerelle entre les deux, mais ça aurait été vraiment cool. Un point ScreenFlow sur un PC, vous pouvez rien en faire. Un point FBR, vous pouvez rien en faire non plus, c'est-à-dire que le format natif de Flashback, ou un Camrec Camtasia PC, vous pouvez rien en faire sur Mac et sur BB Flashback. Bref, en gros, personne ne parle avec personne, sauf si vous avez fait un rendu dans un codec standard comme le H264, mais qui est du coup compressé. Donc ça veut dire que si vous êtes amené à enregistrer avec plusieurs machines sur différents environnements, vous allez être, comme moi, obligé d'utiliser plusieurs logiciels qui ne communiquent pas ensemble, et vous allez être obligé d'utiliser des passerelles comme ça, qui sont pas forcément idéales, mais bon, en même temps, je connais pas beaucoup de tutos qui aient besoin de commencer sur un Mac et finir sur PC. Voilà, du coup, moi, de mes archives, je me retrouve avec des points ScreenFlow, des points Camrec et des points FBR pour BB Flashback. Donc du coup, si je veux ouvrir ce que j'ai fait pour Immeuble il y a 6 ans, il me faut Camtasia. Et parce que je peux pas l'ouvrir ailleurs, ou alors sinon j'utilise les rendus que j'ai fait, mais du coup je vais utiliser un truc compressé. Donc s'il fallait en garder qu'un, si vous voulez vraiment vous lancer dans la production de tutoriels et qu'il faudrait en garder qu'un, je dirais ScreenFlow, y compris même si vous allez screencaster une autre plateforme, tant que ça ne demande pas beaucoup de ressources en fait. Vous pouvez par exemple, si vous faites un tuto sur Linux, et sur l'environnement Linux, vous mettez une machine virtuelle, en plus comme ça vous avez une machine virtuelle, vous faites pas de bêtises, et vous allez du coup pouvoir screencaster avec ScreenFlow un Linux qui va tourner. Je vais vous le démarrer, tiens, pendant ce temps-là. Je vais démarrer Linux, et du coup ScreenFlow va pouvoir enregistrer ça sans problème. Vous voyez que là on est passé en plein écran, et c'est normalement Xubuntu qui devrait démarrer, voilà. Donc c'est une solution viable, ça marche aussi sur PC, je pourrais là très bien avec ScreenFlow screencaster un environnement PC, alors pas pour faire du After Effects évidemment, parce que dans une machine virtuelle on n'a pas accès à toutes les ressources, mais pour faire un tuto sur une application qui est que sur Windows, ça marche aussi. Et évidemment pour tout ce qui est une application native, évidemment ScreenFlow va être le logiciel qu'il faut. Maintenant si vous êtes sur PC, on va rentrer dans Xubuntu. Maintenant sur PC, s'il fallait en garder qu'un, alors là c'est un peu plus difficile. Je vous ai dit que celui que j'utilisais c'était PC, mais bon, c'est pas forcément mes critères qui sont les plus pertinents pour tout le monde. S'il fallait en garder qu'un, je pense que ce serait Flashback au niveau du rapport qualité-prix. Mais au final, s'il y en a un qui va remplir des services et que vous n'avez pas besoin d'editing, si vous avez besoin d'editing, je pense que BB Flashback va bien. Si vous avez besoin d'editing et que ce soit pas compliqué à apprendre et que ce soit vraiment user-friendly, je vous dis c'est Camtasia, même si c'est un peu plus cher. Et si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin de montage, c'est-à-dire que vous faites du tourné-monté, j'enregistre, et quand j'ai fini d'enregistrer, c'est monté, donc il faut pas faire de bêtises, il faut pas dire de bêtises, il faut pas avoir le chat qui passe au milieu de la vidéo, etc. Si vous faites du tourné-monté, Open Broadcaster, c'est une solution qui mérite d'être tentée. Il n'y a aucune possibilité, je vais avoir du mal à minimiser, donc je vais aller passer par là. Je vais juste vous installer Open Broadcaster pour vous montrer en fait la petite astuce. En fait, Open Broadcaster, comme son nom l'indique, est fait pour faire du broadcasting. Et donc je garderai celui-là pour juste screencaster un écran. C'est-à-dire pas de fonction de watermark, de call-out, de montage.
Pourquoi? Parce qu'il a vraiment... alors vous voyez que l'interface, c'est vraiment triste à mourir, mais on va aller dans Settings, et on va aller dans Broadcast and Settings. Au lieu de faire un live stream, on va dire File Output, qui veut dire j'enregistre une vidéo, que je vais mettre sur le bureau par exemple. Alors, il faut lui donner un nom, donc on va mettre Test. On va aller dans Vidéo, et là on va choisir la taille, et on va choisir le FPS. Et quand je vous dis qu'il fait du 30 FPS, alors ici on a le X264 qu'on va pouvoir mettre en qualité haute qualité. Donc ça fait des vidéos qui sont destructives dans le sens où le codec n'est pas lossless, mais la vidéo est vraiment de très bonne qualité au final. Et il arrive à faire du 30 FPS pur et dur. Donc j'ai fait des tests et il est meilleur que Camtasia et BB Flashback. Problème, comme on ne peut pas faire d'editing, si vous avez fait un bafouillage, que vous êtes planté et que vous avez besoin de mettre un watermark, il va falloir prendre ce MP4 que vous avez sorti d'Open Broadcaster, l'amener dans un logiciel de montage, comme par exemple Premiere, faire votre montage, mettre votre watermark, et là ressortir en H264. Alors depuis Premiere, vous avez un media encoder avec des presets pour YouTube, etc. Donc tout ça va être très facile, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous fait une étape en plus, parce que le logiciel ne fait que du broadcasting. Et il le fait très bien, mais il n'est fait que pour faire ça. Son avantage, évidemment, son immense avantage, c'est qu'il est gratos. Non seulement le moteur c'est le meilleur, mais en plus il est gratuit, mais vous n'avez pas toutes les fonctions hyper confortables comme le montage, comme tout ce qu'on a vu dans Camtasia vite fait là et dans ScreenFlow. Donc vous voyez que tout ça c'est essentiellement une question de compromis, puisqu'on n'a pas un logiciel qui va être gratuit, qui va enregistrer à 30 fps de manière super classe, super fluide, et qui va nous permettre de faire de la post-prod intégrée sans sortir de ce logiciel, sans refaire de rendu. Il y a à chaque fois un petit quelque chose. Le plus compact et le plus intégré, c'est ScreenFlow sur Mac, et c'est Camtasia et BB Flashback sur PC, avec les différences de prix que je vous ai exposées. À vous de voir quel est votre budget, à vous de voir quels sont vos besoins parmi tous ceux qu'on a énoncés. Si vous voulez faire des screencasting vite et bien et pas cher sur Mac, et que vous n'avez pas de besoin d'editing, vous pouvez tenter Snagit, même si moi je le trouve pas, il lag un tout petit peu, quoi. C'est-à-dire que ça fait du 15, 17, 18 fps, ça fait pas du 30 fps bien fluide, comme ferait ScreenFlow par exemple. Donc après il y a probablement d'autres softs pour faire du screencasting sur Mac et qui soient gratuits. Je les ai pas tous tentés, mais là je vous ai montré les principaux. Il y a une petite exception dont j'ai pas parlé parce que c'est un peu particulier. C'est Fraps sur Windows, qui permet de faire de l'enregistrement des applications en OpenGL en DirectX, donc les jeux. Mais ça marche pas pour faire du screencasting sur le bureau, en tout cas pas depuis Windows 8, puisque depuis que Windows 8 s'est séparé de Aero, l'environnement accéléré DirectX Aero, le bureau n'est plus reconnu comme étant lui-même une application DirectX, et donc Fraps refuse de le screencaster. Si vous êtes sur Windows 7, Fraps peut être une solution pour screencaster, puisqu'il est capable de prendre l'audio aussi. Et du coup vous pouvez vous en servir. Par contre c'est un logiciel qui ne fait que screencaster, ça ne fait absolument aucun montage. Par contre ça le fait à une vitesse, dans la mesure où Fraps il est capable d'enregistrer Crazy à 50 images par seconde, vous imaginez bien que d'enregistrer le bureau ça le fait un petit peu rigoler. Donc c'est une alternative un petit peu détournée parce que c'est pas fait pour ça Fraps, mais bon je vous fais une parenthèse dessus quand même au passage. Donc on arrive au terme de cette vidéo sur les logiciels de screencasting. J'espère vous avoir exposé les problématiques principales et vous avoir aidé à y voir un peu plus clair, parce qu'il y a encore des tonnes d'autres applications, mais voilà, là je vous ai présenté les principales. Elles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Je vous ai fait part de mon expérience personnelle là-dessus, quels étaient mes besoins et pourquoi j'avais fait ce cheminement, c'est-à-dire avoir commencé par Camtasia, puis avoir enchaîné sur ScreenFlow, et puis avoir fait un petit détour par BB Flashback parce que j'ai quand même encore besoin d'un PC, donc il fallait que je puisse aussi trouver un moyen d'enregistrer sur Windows. Donc voilà un peu mon parcours. Je vous laisse faire vos courses là-dedans, tester comment ça va se passer, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement dans les commentaires sur YouTube. Vous devriez voir enregistré, j'imagine par là en bas. Vous avez la possibilité de vous abonner. Je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne, et en particulier à la playlist Les Carnets du Geek, puisque c'est là que vous trouverez automatiquement les nouvelles émissions automatiquement quand elles vont paraître. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous avez des questions, me dire s'il y a des trucs que vous avez aimé, pas aimé. Vous pouvez aussi me consulter sur facebook.com/julienponceuk, donc ma page officielle sur laquelle vous allez pouvoir voir des liens d'inspiration, l'actualité du tuto, du cinéma, des effets spéciaux, etc. etc.
et c'est aussi évidemment un moyen de rentrer en contact facilement avec moi. Et puis bien entendu sur tuto.com, Julien Pense, tout attaché, dans lequel, et là vous pouvez voir mon profil avec toutes mes vidéos qui ont été postées à ce jour, classées par logiciel, par date, etc. etc. Et donc si vous voulez voir ScreenFlow ou BB Flashback en action, c'est là que vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Il y a plein de tutos gratos aussi à choper. Là par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait une vidéo gratuite de 30 minutes sur Digital Blending, qui est enregistrée avec ScreenFlow justement, je suis en train de réfléchir, mais ça a été fait avec ScreenFlow. Donc n'hésitez pas à regarder et à prendre ces vidéos pour voir un peu ce que ça donne. Voilà pour le petit tour des options pour entrer en contact avec moi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo. On a encore plein de bonnes choses au programme. Je peux juste vous dire en matière de teaser, c'est pas encore enregistré, mais on va parler bientôt des Steam Machines et de Steam OS, et on fera au passage un petit détour sur Ubuntu Linux. Donc qu'est-ce que va apporter SteamOS, les Steam Machines, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que vous en pensez, quelles ont été un peu les questions principales qui ont été soulevées par la communauté, et on verra ça dans une des prochaines émissions. Et un prochain numéro du Carnet du Geek par Julien Pense. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à plus, ciao ciao.